Une fin d'année qui pourrait être décisive en Ukraine, alors que la Russie continue de grignoter du terrain sur la ligne de front. Les discussions en vue d'un cessez-le-feu se poursuivent. On va faire un nouveau point sur la situation et revenir sur cette année 2025. Et pour ça, je suis avec Alexis Ferchak. Bonjour Alexis, merci d'être Bonjour avec Vincent. nous. On va revenir en carte, comme à notre habitude, sur le sujet. Je vous propose effectivement qu'on fasse un point général, mais un peu rétrospective, vu qu'on arrive à la fin de l'année 2025. Quasiment rétrospectif. Quasiment rétrospective, même si on en parlera, des choses peuvent bouger en 12 jours peut-être aussi. Oui, c'est improbable ça va pas changer les leçons de la guerre en Ukraine Mmh mh. a priori, puisque justement c'est le point que je voulais aborder avec vous. Mais cette année 2025 montre qu'il n'y a pas eu de changement d'échelle de la guerre en Ukraine. Mmh. Depuis 2023, les Russes ont lentement repris l'initiative militaire sur le terrain. Mmh. Et ils l'ont conservé en 2025. Leur progression a légèrement augmenté, mais on n'a pas changé d'ordre de grandeur. Voilà, aujourd'hui, les Russes, ces derniers mois, prennent 400 à 500 km² par mois. C'est quasiment rien à l'échelle du pays. Ça Mmh. se voit à peine sur les cartes, hein. L'Ukraine, c'est 600 000 km², c'est plus grand que la France. Néanmoins, donc, les Russes ont l'initiative. Et pour vous donner un ordre d'exemple, à date de la fin du mois de novembre, Mmh. les Russes ont pris 4200 km² environ du territoire ukrainien. J'ai une sorte de moyenne des différents analystes OSINT. Bon, 4200 km² pour cette année sur 11 mois. L'année dernière, sur les mêmes 11 mois, on était à 3000. Mmh. Donc malgré tout, il y a une progression. Cette progression n'est pas spectaculaire à l'échelle de l'Ukraine. Deux choses malgré tout qu'il faut noter, c'est que par rapport à l'année dernière, ou surtout par rapport à 2023, il y a un nombre élevé de batailles urbaines qui sont menées de manière concomitante. Il y en a environ 8, on va en parler plus précisément ensuite. Mmh. Et ça, voilà, ça montre vraiment l'ampleur de ce conflit en termes d'intensité. Mmh. Enfin, mener 8 batailles urbaines concomitamment, c'est tout à fait considérable. Première chose. Et deuxième chose, on en parlera aussi, là, il y a un point du front où, de manière tout à fait locale, les Ukrainiens ont repris l'initiative. Mmh. Et c'est la preuve, si vous voulez, alors, il n'y avait pas forcément énormément de réserves. En tout cas, ils ont été capables de concentrer en un point du front un certain nombre d'unités militaires. Mmh. Preuve que l'objectif de la Russie, qui est le même depuis 2023, c'est-à-dire user l'armée ukrainienne pour qu'à partir d'un certain seuil d'usure, l'armée ukrainienne s'effondre Mmh. et que là, la guerre puisse passer d'une guerre d'usure à une guerre de manœuvre, ce point d'usure, d'attrition, Mmh. n'a pas été atteint Mmh. à ce stade. Mmh. Et donc, si vous voulez, en creux, l'année 2025, c'est aussi une année, malgré tout, de résistance de l'armée ukrainienne qui a réussi à éviter cet effondrement général. Il n'y a eu que des petits effondrements partiels dont on pourra parler maintenant. Effectivement, alors on va zoomer sur cette carte justement pour voir ces événements. Juste avant, on parle aussi, on entend souvent le côté, c'est les batailles les plus dures et si ces batailles urbaines sont perdues par les Ukrainiens, ensuite les Russes pourraient avancer rapidement. Est-ce que c'est... Plus rapidement, c'est le risque, il n'y a jamais de certitude. Disons que le Donbass, qui est le centre de gravité, je peux le montrer sur la carte, Allez-y. ce sont donc les deux régions à l'est voilà, qui sont là, formées de deux oblasts, même ça monte jusque-là, c'est Donetsk et Lugansk. Ces deux régions, c'était l'arc défensif de l'armée ukrainienne. Mmh. Et on trouve notamment à Donetsk un certain nombre de villes qui sont devenues des villes forteresses et qui forment un peu l'architecture de ces fortifications ukrainiennes qui, pour la plupart, dataient de 2014-2015. Mmh. Et donc, perdre ces villes, c'est aussi perdre cet arc défensif du Donbass. Raison pour laquelle les Ukrainiens, d'ailleurs, dans les négociations, ne veulent pas céder sur cette exigence. Parce que le Donbass, qui était une région industrielle,
est relativement urbanisée. Si vous passez dans les oblasts d'à côté, Dnipro et Zaporijjia, vous avez 2 énormes villes, Dnipro et Zaporijjia, mais en dehors de ça, vous avez beaucoup moins de villes de moins de 10 000 habitants. Et par ailleurs, plus on va vers le Dniepr, plus tendanciellement, on a une topographie relativement plate. C'est la grande plaine d'Ukraine. Le Donbass, il y a des reliefs plus importants, raison pour laquelle c'est vraiment le centre de gravité de cette guerre, notamment les 2 grandes villes sous contrôle ukrainien dans le Donbass, qui sont Kramatorsk et Slaviansk, qui sont vraiment à côté l'une de l'autre. Elles sont toutes au nord de l'oblast de Donetsk. Et on peut zoomer comme ça, hop, on les voit ici. Kramatorsk et Slaviansk. Et si je dézoome encore un peu, vous voyez, vous avez en gros ça, cette espèce de zone qui fait, c'est pas énorme, mais quelque chose comme 4000, 5000 km², peut-être un peu plus, oui, 5000 km². C'est Vladimir Poutine, c'est son objectif territorial premier. C'est-à-dire que, entre guillemets, tant qu'il n'aura pas l'intégralité du Donbass, il aura beaucoup de mal, même avec la meilleure propagande de guerre, à dire que cette guerre d'Ukraine aura été une victoire. Donc toutes les opérations, et ça c'est quelque chose d'important, toutes les opérations militaires russes en Ukraine ont pour centre de gravité ces 2 villes. C'est l'axe prioritaire. Simplement, il n'y a pas un mouvement vers ces 2 villes, c'est un grand mouvement, à la fois par le sud, par l'est, on va en reparler, puisque là il y a la petite ville de Sivers qui est tombée alors qu'elle quasiment tombée, et là il n'y a plus tellement d'espoir pour les Ukrainiens. Et aussi un mouvement davantage par le nord. Et donc, quand on parle du nord, on parle déjà de l'oblast d'au-dessus, qui est l'oblast de Kharkiv, qui est non annexé par les Russes, mais où les Russes l'investissent pour former une sorte de balcon au-dessus du Donbass. Et pour l'instant, on en est loin, même si les Russes grignotent un peu. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ont réussi à prendre l'initiative de manière tout à fait locale et à repousser les Russes de la ville, en tout cas ils les ont repoussés partiellement, de la ville de Kupiansk, que les Russes dont les Russes avaient revendiqué la prise il y a un mois de cela, et il n'y avait eu aucune confirmation, non pas officielle, mais de sources indépendantes. Moi, une source militaire française, quand je lui avais dit que les Russes l'annonçaient, elle m'avait dit c'est extrêmement étonnant. Certes, à ce moment-là, il y avait une avancée russe, vous voyez, une rivière qui passe, le Skil, et donc Kupiansk est à cheval entre les 2 rivières, et donc les Russes, plutôt que d'attaquer directement par l'est et attaquer frontalement, avaient franchi la rivière, étaient descendus par le sud et avaient attaqué, si vous voulez, la rive droite, donc c'est la partie à l'ouest de Kupiansk, ce qui était pas intuitif. Ils auraient pu prendre la rive est, qui était de leur côté, qui était de leur côté de la rivière. Non, ils avaient fait cette forme d'encerclement, mais qui n'a pas marché parce que ce saillant russe, cette tête de pont russe, aujourd'hui, elle a été largement ratiboisée par les Ukrainiens. Et là, je voudrais parler d'une personne, c'est le général Drapati, qui est aujourd'hui un des responsables sectoriels sur le front, qui est en dessous du chef d'état-major qui s'appelle le général Syrski. Et il y a quelque chose qui est important de noter, c'est que le général Syrski n'est pas un général très populaire, parce qu'il est, depuis le début, et même ça remonte à 2014-2015, le partisan d'une défense absolument ferme, c'est-à-dire ne rien lâcher, quitte à se faire encercler. Et là, on le voit d'ailleurs beaucoup plus au sud, dans une bataille dont on a énormément parlé, qui s'appelle Pokrovsk. Et en fait, Pokrovsk, aujourd'hui, est quasiment tombé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune partie de la ville qui est tenue par les Ukrainiens. Simplement, les Russes ne contrôlent pas totalement. C'est-à-dire qu'une fois que vous prenez un territoire, ensuite, il faut vraiment le tenir, le contrôler. Bon. Donc là, il y a encore une zone grise. Mais surtout, juste à côté de Pokrovsk, vous avez pardon, je me suis perdu. Voilà, c'est juste là. Vous avez une ville juste au nord de Pokrovsk, mais qui est vraiment adjacente, qui s'appelle Mirnograd. Et là, on voit sur la carte Deep State
qui est proche de l'armée ukrainienne, donc elle a plutôt tendance à minimiser les gains russes, eh bien, ça y est, la garnison de Myrnograd est encerclée. Et quand on lit la presse ukrainienne, il y a eu pas mal de témoignages qui disaient cet encerclement, ça fait déjà 3 semaines qu'il est là, et il y a plusieurs centaines de soldats ukrainiens qui sont coincés dans le cœur de Myrnograd. Donc ça, c'est précisément la raison pour laquelle le général Syrski est critiqué, est vraiment considéré comme impitoyable, et surtout ne voulant rien céder, peut-être jusqu'à une forme d'irrationalité militaire. Or, le général Drapati, lui, est assez populaire. C'est lui qui avait été envoyé un moment à Pokrovsk et qui avait réussi à endiguer la poussée russe, qui à ce moment-là était quelque part par là, et qui avançait vers Pokrovsk. Donc ça, c'est quelque chose à noter, c'est que là, sur le front terrestre, les Ukrainiens ont réussi pour l'instant dans cette zone-là, à Kupiansk. À relancer. D'ailleurs, c'est Volodymyr Zelensky qui s'est rendu sur place. Oui, tout à fait, pour montrer ça aussi. à la frontière sud-ouest de la ville, au niveau d'une sorte de panneau qui est devenu un peu une sorte de lutte communicationnelle des deux côtés. C'était aussi prendre un risque physique. Il l'a fait aussi, bien sûr, dans un moment diplomatique et politique compliqué. Diplomatique, on le sait, poussé par les Américains, il y a des négociations aujourd'hui qui sont menées. Il y a en plus un Conseil européen tout à fait crucial aujourd'hui, même si les Européens ont un rôle relativement modeste dans les négociations. Mais voilà. Et puis, il y a un aspect de politique intérieure, c'est que des affaires de corruption ont éclaté sur la scène ukrainienne, qu'on menait quand même à la démission de Yermak, qui était le chef de l'administration présidentielle de Zelensky. Et donc, il y a un enjeu, si vous voulez, et il doit surtout combattre par l'action, mais aussi par les mots, une sorte de petite musique entretenue aussi par Donald Trump et malheureusement par certains côtés par la réalité du terrain, l'idée que les Russes sont très lentement en train de l'emporter militairement sur le terrain. Pas encore complètement, mais qu'il y a un rapport de force. Que c'est inéluctable en fait. Oui, alors ça, l'histoire militaire nous montre qu'il n'y a jamais rien d'inéluctable. C'est pas quelque chose d'absolument prévisible, la guerre. Mais disons que le rapport de force, eh bien aujourd'hui, tombe de plus en plus en faveur des Russes, dans une guerre d'usure où le temps risque d'aggraver cela. Et le problème pour 2026, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 avenirs qui se dessinent en 2026. Il y a l'idée d'un plan Trump qui finirait par passer, et qui, on le voit, le plan américain n'est pas très favorable aux Ukrainiens. C'est un plan on va le montrer, qui ressemble beaucoup plan, aux Russes. Alors, hop, pour vous le montrer, je vais enlever nos noms. Ça, c'est une infographie faite par le service Firodata du Figaro. Donc on voit ces 4 oblasts qui sont ici, Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk. Et on voit finalement, une fois qu'il y aura ce partage de territoire finalement avec... Alors il y a des petites écritures, mais c'est pour que vous voyez plutôt où on en est. C'est tous les enjeux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la zone jaune, c'est-à-dire cette partie de l'oblast de Donetsk qui n'est pas encore conquis. Qui n'est pas conquis par la Russie, et Vladimir Poutine, si vous voulez, en amont aux négociations, commence par demander, dans les revendications, un retrait des Ukrainiens de cette zone. Et donc ça, c'est apparu dans la proposition américaine, et les Ukrainiens, eux, et les Européens également, ne veulent pas de ce repli. Et eux voudraient que le point de départ des négociations parte sur la ligne de front. Ce qui est déjà un recul par rapport aux exigences pendant très longtemps des Ukrainiens et des Européens, qui étaient prisonniers, malgré tout, d'une logique qui leur faisait dire il n'y a aucune autre sortie
possible Que de qu'une victoire Mhm. complète qui reviendrait aux frontières de 1991. Mhm. Sauf que pour atteindre cet objectif politique extrêmement louable, pour l'instant, on ne voit pas de chemin militaire Mhm. ou diplomatique qui y mènerait. Et c'est le drame des Européens qui n'ont pas de théorie alternative Mhm. à offrir à la vision transactionnelle de Donald Trump, dont on ne sait même pas à ce stade si elle fonctionnera. Il y a même de sérieuses raisons de douter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Vladimir Poutine et Donald Trump, puisque c'est eux qui décident ensemble, alors avec l'Ukraine, mais c'est eux qui se mettent d'accord et qui disent, bah voilà, cette région en jaune reste ukrainienne, Volodymyr Zelensky l'accepterait. Non, pour l'instant, pour l'instant, en l'état des négociations, c'est absolument pas d'actualité. Mhm. Le retrait ukrainien de cette partie de Donetsk. Non, mais Mais- je veux dire, et d'ailleurs, il y a à un l'inverse, je veux dire, si les Ukrainiens gardaient cette zone, Ah oui. est-ce que Zelensky dirait oui, ça suffit, oui, ça nous suffit? Ah ben ça, en revanche, ils envisagent de négocier sur la base de la ligne de front actuelle. Mhm. D'accord. Donc c'est ça déjà la nouveauté. Mhm. Il y a un sondage ukrainien qui est sorti il y a quelques jours et qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des critiques, certes, contre Zelensky, mais enfin, les Ukrainiens, en grande majorité, sont d'accord avec avec les grands traits de la ligne politique qu'ils mènent. Probablement pas sur la lutte contre la corruption, Mhm. mais en revanche, sur la guerre elle-même, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à négocier globalement aux conditions proposées par les Ukrainiens et par les Européens, c'est-à-dire sur la ligne de front actuelle. En revanche, ils rejettent massivement l'idée russo-américaine d'un retrait militaire de plusieurs milliers de kilomètres carrés des Ukrainiens comme punition, alors qu'ils ont tenu malgré tout cette ligne de front à peu près depuis 3 ans. Effectivement, et on l'a vu. Je voulais montrer une image, c'est celle de Volodymyr Zelensky qui est justement en ce moment à Bruxelles. Il a donné une conférence de presse il y a quelques minutes. Vous avez pu d'ailleurs la suivre sur le site du Figaro. Volodymyr Zelensky, il y a une question, et vous en avez parlé rapidement, c'est celle des avoirs gelés russes, Oui. qui est centrale pour lui. Il dit aujourd'hui, on a besoin de cet argent pour continuer de faire tourner. Il dit par exemple, si on n'a pas cet argent-là, continuer à faire des drones va devenir très compliqué. Mais c'est bien au-delà des drones. C'est-à-dire qu'en fait, pour continuer, même dans la perspective de continuer la guerre, pour 2026-2027, l'Ukraine a besoin de 90 milliards d'euros sur 2 ans. Et elle n'a plus d'argent pour payer le fonctionnement de l'État, quelque part à partir du mois de mars. Donc l'enjeu, il est à la fois colossal et surtout, il intervient très rapidement. Quel est la toile de fond de tout ça? C'est le retrait de l'aide américaine. Le Congrès a maintenu quelques aides, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur des besoins de l'Ukraine. Là encore, c'est une autre illustration de la guerre d'usure. C'est-à-dire que oui, il faut tenir le front, il faut des soldats. On sait que c'est compliqué, mais par ailleurs, il faut continuer de tenir l'Ukraine en tant qu'État. Or, les Américains ne veulent plus payer, les Européens sont prêts à payer, mais avec quel argent? Et c'est là où, si vous voulez, il y avait une première idée qui avait été de consentir un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, qui aurait été garanti par le budget de l'Union européenne. Sauf que cette solution, appelons-la la solution A, nécessite en droit de l'Union européenne l'unanimité des 27 pays de l'Union européenne. Or, la Hongrie est contre. Donc, a priori, exit cette solution A. La solution B qui a été trouvée par les Européens, c'est non pas de prendre l'argent des avoirs russes gelés en Europe, mais de prendre les revenus produits par ces avoirs pour garantir un prêt du même montant, 90 milliards, qui serait consenti par l'UE à l'Ukraine. Le problème, il y a 2 problèmes. C'est que pour ça, ce n'est pas les mêmes règles, il suffit d'une majorité qualifiée. Mais donc, il pourrait y avoir une minorité de blocage. La Slovaquie, la Hongrie sont contre. L'Italie est réticente. J'ai vu que même les Hollandais, là, il y a quelques heures, se demandaient si cette solution, on pourrait peut-être pas en parler après le Conseil européen. La Belgique qui... Alors, la Belgique, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là,
c'est pas simplement au niveau de la majorité qualifiée, c'est que eux, de toute manière, en l'état, ils sont contre. Or, les avoirs, ils sont en grande majorité à Bruxelles, dans une société où sont déposés des fonds souverains, dont des fonds souverains russes, qui s'appellent Euroclear. Et donc la Belgique, pour l'instant, elle a dit niet, elle ne veut pas de cette solution. Le Premier ministre belge a été, pour l'instant, très clair. Il est nationaliste, mais il est soutenu par tous les pays, tous les partis politiques belges, et il a 2/3 de l'opinion belge derrière lui. Donc, si vous voulez, on n'est pas prêt de faire bouger la Belgique, sauf si les Européens garantissent une forme de sécurité pour la Belgique, une sécurité juridique, une sécurité financière. Pourquoi ? Parce que la Belgique, elle a raison, c'est un petit pays qui porterait à elle seule une grande partie des responsabilités. Il y a un risque réputationnel terrible. Le Premier ministre belge disait quasiment mot pour mot, évidemment, Poutine est méchant, les Ukrainiens c'est les gentils, et donc il faut prendre l'argent des méchants pour les donner aux gentils. Ça, c'est d'une sorte d'évidence. Mais ensuite, il y a quelque chose d'autre que les pays regardent, et les pays du reste du monde. C'est « Ah, mais si on est en conflit avec un pays européen, pour une raison ou pour une autre, pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, ça veut dire que peut-être que les Occidentaux pourraient commencer à taper dans des fonds souverains. Et à nous bloquer notre toucher à des fonds souverains, c'est une sorte de tabou, à tel point que même la BCE a dit qu'un tel prêt, elle ne voudrait pas le garantir. Le FMI était réticent. Il y a une forme de... C'est quelque chose de très compliqué. Donc l'objet du Conseil européen, c'est ça. D'autant qu'il faut bien voir que si ce prêt de réparation, c'est comme ça qu'il est appelé, était acté par le Conseil européen, quelle serait la réaction russe ? C'est pour ça que les Américains, à mon avis, regardent ça avec... pour 2 raisons, avec suspicion. La première, c'est qu'ils seraient probablement intéressés pour récupérer ce magot. J'ai oublié de dire les chiffres. C'est 210 milliards de dollars en Europe, dont 185 milliards dans cette société Euroclear à Bruxelles, où là, c'est vraiment les fonds souverains russes. Et après, il y a un restant de 20, 30 milliards. Et là, c'est intéressant, il y a une bonne partie, environ 18 milliards, qui sont dans des banques françaises. Et d'ailleurs, la France est relativement discrète, et ça pose un problème de crédibilité politique. C'est que la France hésite pour 18 milliards, mais elle demande à la Belgique de libérer 185 milliards. Alors la réponse technique française, c'est que les avoirs qui sont en France sont dans des banques commerciales, ce que n'est pas le statut de la société Euroclear. Oui. Certes, mais politiquement... La France n'était pas forcément pour à la base. Absolument. Elle s'est convertie un peu plus sur le tard. Sur ces Donc, vous voyez, il y a une sorte de blocage, mais c'est certain que si on ne trouvait pas de solution, que ce soit le plan A, le plan B ou un plan C, etc., ça enverrait un terrible message. C'est que là, l'Europe n'aurait aucun levier pour bouger le rapport de force. Or, la question, elle est là. La négociation... elle est d'abord le reflet de la situation militaire, d'un rapport de force entre la Russie d'un côté et l'Ukraine et ses alliés de l'autre. Après, on peut réfléchir à comment trouver des leviers supplémentaires pour changer ce rapport de force. Mais en l'espèce, l'Europe ne montre pas qu'elle ait les moyens de trouver des solutions pour crédibiliser son plan à elle. Et donc le risque, c'est que soit Donald Trump et la Russie arrivent à trouver un accord, mais qui ressemble bougrement à une capitulation, soit que l'année 2026 soit pas l'année de l'accord de paix, mais de la poursuite de la guerre, mais une poursuite de la guerre où la tendance s'accentuerait en faveur de la Russie. Et donc la question se poserait la même en 2027, de manière encore pire, comment négocier dans de telles conditions ? J'allais dire, comme c'est un peu le cas depuis 3-4 mois, on a l'impression que ça fait... ça fait 3... Depuis l'élection de Donald Trump, mais il y a eu pas mal de revirements. Là, on a l'impression que ça fait quand même quelques mois qu'on est vraiment de plus en plus là-dedans. Absolument. Et justement, il y a des pourparlers qui ont lieu. D'ailleurs, ce week-end, il y aura encore de nouveaux pourparlers. C'est annoncé par Volodymyr Zelensky. Des pourparlers américano-ukrainiens vendredi et samedi aux États-Unis. Il y en aura également entre Russes
et et américain. américain. Ça va se passer ce week-end. Est-ce que, on pose cette question pour 2026, mais est-ce que ça peut arriver plus tôt? Est-ce que ces pourparlers ont une chance d'aboutir avant la fin de l'année? J'ai pas de baguette magique, Non, bien mais sûr. C'est vrai que je pose une question pour dans l'avenir, mais j'y crois pas beaucoup parce que pour une raison très simple. Pour l'instant, il n'y a pas de point de convergence entre les différentes parties. C'est-à-dire que les Russes ne veulent pas abandonner leur objectif, qui sont la démilitarisation sous une forme ou sous une autre de l'Ukraine, la neutralisation, c'est-à-dire pas d'OTAN et pas que ça soit directement ou indirectement, pas dénazification, mot évidemment de propagande, mais derrière lequel on comprend que c'est une forme de changement de régime avec un régime plutôt favorable à la Russie. Et puis les revendications territoriales. Vous mettez ces points d'un côté et de l'autre les demandes ukrainiennes. Il y a actuellement un fossé entre le plan ukrainien et le plan russe. Pourquoi? Parce que le plan ukrainien, par exemple, il comprend certes pas d'OTAN, mais des garanties de sécurité américaines qui seraient l'équivalent d'un article 5. En l'état, je ne suis pas du tout sûr, sauf si le rapport de force changeait et qu'il était obligé à cela, pas du tout sûr que les Russes acceptent une telle chose qui, pour eux, serait l'équivalent de l'Ukraine ne serait pas dans l'OTAN, mais l'OTAN serait dans l'Ukraine. De la même façon, sur les territoires, c'est ce que je vous disais, les Russes, rien n'indique qu'ils seraient prêts à abandonner leur prétention à contrôler tout le Donbass. Qu'est-ce qui montrerait par ailleurs que les Russes seraient prêts à abandonner sur l'idée d'un déploiement de troupes européennes, par exemple, dans l'ouest de... Bref, pour l'instant, il n'y a pas de point milieu entre les revendications de tous les acteurs. Donc, en l'état, le plus probable, c'est quand même une poursuite de la guerre. Effectivement, et puis on l'a vu en fait avec cette carte qu'on vous a montrée tout à l'heure, cette zone jaune qui est au centre des débats, mais au-delà de ça, vous le disiez, c'est quelle garantie de sécurité? C'est ce que demande Volodymyr Zelensky. Il en a encore parlé aujourd'hui, il a encore redemandé aux États-Unis, on veut bien négocier, mais au bout d'un moment, il nous faut des vraies garanties, des réelles garanties de sécurité. Alors le plan américain mentionnait des garanties de sécurité. Il y avait même l'expression article 5 qui était quasi-article 5 qui était utilisé, mais il ne rentrait pas dans tous les détails. Or, le diable, évidemment, est dans les détails. Et c'est là toute la difficulté. Effectivement. Merci beaucoup, Alexis, Merci d'avoir été avec nous pour faire ce point sur l'année 2025 et les possibles avancées, en tout cas diplomatiques. On continue de suivre ça. Le Conseil européen, vous pouvez continuer de le suivre sur le site du Figaro avec des conférences de presse qui pourraient avoir lieu aujourd'hui en fin de journée ou demain. Restez avec nous pour suivre ça. On a un direct ouvert sur le site du Figaro. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette carte qui explique le plan de paix par l'équipe Data du Figaro, le service infographie. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, une dernière chose, vous pouvez nous suivre, bien évidemment, pour ne rater